Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les structures de contrôle en Swift. Donc on va voir tout de suite comment est-ce qu'on fait des if, des for, des while et tout ce genre de choses, des switch. On va passer très vite dessus parce que normalement vous devez déjà être à l'aise avec. Alors pour le if, très simple, c'est if, les brackets, else if, les brackets, else éventuellement. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un else if bien sûr, ni de else en fait, hein. C'est assez trivial. Donc voilà, il affiche qu'il est majeur, bien sûr, parce que j'ai 26 ans. Ok, on va passer au switch. Alors, j'ai déclaré une constante gesture, ok, qui est de type UiPath Gesture Recognizer. Alors, vous n'êtes pas du tout obligé de savoir ce que c'est exactement, c'est pas du tout important pour l'exemple. Ce qu'il faut juste savoir, c'est qu'à l'intérieur de cet objet-là, il y a une property qui s'appelle state. Okay, et ça, en fait, c'est un enum. Okay, donc, on va pouvoir énumérer dessus si on veut. Justement, on va utiliser un switch pour ça. D'accord. Donc là, on n'est pas obligé. On peut avoir n'importe quel type ici. Hein, d'accord. Ici, là, si vous voulez vraiment regarder ce que c'est comme type, c'est le type UiPath Gesture States. Ok. D'accord. Alors, bien sûr, là, quand vous faites Alt et vous cliquez, vous avez le type, mais vous n'avez pas que ça. Vous avez aussi une description. Vous avez beaucoup de choses. Si vous cliquez tout en dessous sur la référence, ici, vous allez avoir en fait la documentation de ce type ou de cette classe. Donc là, vous avez la documentation qui apparaît. Voilà, si jamais vous avez un problème à n'importe quel moment, je vous conseille d'aller lire cette documentation. C'est très important. Donc, un switch, comment ça se passe? C'est comme dans les autres langages. Vous allez switcher sur cette valeur. Donc, il va y avoir le cas point possible. Okay, ça, c'est une valeur de l'enum. Si j'avais bien sûr un entier ici, il faudrait un entier. D'accord? Donc, si state est dans l'état possible, dans ce cas-là, je vais afficher it's probably a pan gesture. Si c'est dans l'état begun, il va afficher begun. Si c'est dans l'état change, il va afficher change, et ainsi de suite. D'accord? Il faut absolument être exhaustif dans un switch. Il faut penser à toutes les possibilités. Si vous ne pouvez pas ou que vous voulez regrouper certains cas, à la fin, vous pouvez toujours définir le cas par défaut. C'est ce qui sera appelé si jamais aucun de ces cas ne correspond. Là, il me met en fait un petit warning en fait, pour me dire qu'en fait, ça ne sera jamais exécuté. Pourquoi? Parce que là, j'ai vraiment été exhaustif. J'ai vraiment dit tous les cas possibles de cet enum sont là. Vous pouvez bien sûr les chaîner comme ceci. Donc là, c'est dans le cas failed ou dans le cas cancelled, il va exécuter ça. Si je ne suis plus exhaustif, donc mettons que je vais commenter cette partie du code, dans ce cas-là, il va m'enlever bien sûr le petit warning. C'est pas très grave. Si par contre, j'enlève aussi le défaut, là, il va me sortir une erreur comme quoi je suis justement pas exhaustif, j'ai pas mis toutes les valeurs possibles pour ce type-là. D'accord? Voilà, ça reste très simple, hein, les switches. Alors, les while et les for, ça marche pareil que dans les autres langages. Un while, toujours une expression booléenne ici. Voilà, donc là, il va exécuter 100 fois, il va afficher 100 fois le nombre i, on peut le voir ici. Non, s'il ne veut pas, tant pis, on verra là. Non. 90. Bon, là, il affiche que seulement le dernier. Ah, voilà. Donc là, voilà, il a fait cette boucle-là, bien sûr. Donc là, vous voyez, rien de très compliqué. Vous avez les for aussi, avec une range. Okay, donc là, vous spécifiez une range entre 0 et 100. Voilà. Alors ça, c'est ce genre de choses qui sont possibles. Bien sûr, je ne veux pas voir ça dans vos codes. C'est pas très propre, c'est pas de l'objet. Clairement, ça existe, il faut que vous le sachiez. Généralement, si vous en venez là, c'est qu'il y a un problème de design dans votre code. Ce que vous allez par contre éventuellement beaucoup plus utiliser, c'est par exemple, vous avez toujours un tableau de fruits ici. Okay, par exemple, vous utilisez le for fruit in fruits. Ok, d'accord. Donc ça représente ce tableau. Ok. Et donc là, à chaque fois, fruit sera un élément du tableau. Donc là, ça marche pour les chaînes de caractères, mais ça marche pour tout. Hein. Ça marche pour absolument tous les types.
quand vous voulez passer sur tous les éléments, par exemple d'un tableau, vous allez plutôt préférer ce genre de for qui sont très très pratiques. Et enfin, on va passer à un élément du langage qui s'appelle le iflet. Alors ça, c'est très important et très pratique, justement à cause du type option qu'il existe en Swift, qu'on a vu tout à l'heure. Donc dans le type option, vous savez qu'il y a deux valeurs possibles, soit nil, soit une valeur qui est du type option. D'accord ? Donc là, par exemple, j'ai déclaré une valeur, une variable optionnelle int avec la valeur 4 dedans. Et donc en fait, le iflet va permettre de déclarer une constante à l'intérieur du scope du if qui va correspondre à la valeur unwrappée de l'optionnel qui est ici à droite. D'accord ? Donc vous faites iflet, par exemple, number est égal à optionnel int, et vous avez du coup à l'intérieur des brackets du if number qui est du coup la valeur 4. D'accord ? Si jamais, donc là vous voyez qu'il affiche bien 4, si jamais l'optionnel est nil, en fait il va tout simplement ne pas rentrer à l'intérieur du if. Donc ça vous permet en fait d'unwrapper directement des optionnels en une seule fois en fait. C'est de l'unwrapper et de tester sa valeur en même temps. Donc c'est très pratique. Pourquoi il l'a pas? Là, voilà. Donc là, effectivement, il n'affiche plus le nombre 4. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous retrouve tout de suite pour la prochaine.